Bon, bien, merci aux premiers arrivants, merci à toutes et à tous, ceux qui venaient d'horizons politiques très différents, et vous allez rapidement voir que justement cette différence sera une force dans les mois et les années qui viennent pour faire face aux échéances difficiles qui nous attendent tous. Je vais en tout cas présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas Stocker, qui est président du RPF, qui nous dira donc quelques mots sur son mouvement et la façon dont il voit les choses dans les mois et les années qui viennent aussi à Paris. Alors l'objet de cette réunion, qu'est-ce que nous faisons ce soir et que cherchons-nous à obtenir? On est d'abord, je crois qu'il faut faire l'effort, il n'est pas trop tard et c'est très important de raisonner et de discuter politique, quelque chose d'aussi élémentaire et fondamental que ça. Parce que, effectivement, on est dans une situation tout à fait inédite sous la Ve République, où pour la première fois depuis 1965, les premières élections au suffrage universel direct, il n'y a aucun candidat à l'élection présidentielle qui suscite vraiment l'enthousiasme, qui crée une espèce de nouveauté. En 65, évidemment, il y avait le poids et la stature morale du général de Gaulle. Après ça, Pompidou avait une forme de rouerie paysanne, matinée, de sophistication littéraire qui faisait tout son charme. C'était quand même un candidat un peu hors du commun. En 74, Giscard, bon, c'était la jeunesse, l'accordéon, etc., etc. En 81, 88, on a eu Mitterrand 1 et 2, malgré tout ce qu'on peut en penser encore aujourd'hui, c'était une forme de rendez-vous historique. Bon, Chirac a incarné une forme de gaullisme social, enfin de droite sociale, qui était aussi un produit neuf dans la vie politique. Mais ça a commencé vraiment à se gripper au début, à la fin des années 90, justement au moment où le projet politique européen a commencé à battre de l'aile. Le premier signe véritablement de la crise politique dans laquelle on est entré, ça a été 2002, le 21 avril 2002. Sarkozy, en 2007, a donné l'impression que malgré tout les cartes pouvaient être rebattues. Et puis, je vais peut-être vous laisser, oui, parce que c'est un petit peu délicat de parler sans trop voir la salle. Donc en 2007, il y a eu cette espèce d'espoir pour certains et de souffle, enfin de candidats qui sortaient un peu des normes. Et je me souviens d'avoir rencontré ça. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il disait « Moi, je vais en fait bousculer le système. Il y a eu alternativement droite et gauche, mais je suis là pour changer ça. » Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Les choses n'ont certes pas été faciles. Cela étant, il y a eu à partir de 2008-2009 une forme d'abdication de la volonté réformatrice, et on se trouve dans une situation où aujourd'hui Sarkozy est quand même assez largement plombé, quelles que soient donc les mérites personnels qu'il peut parfois avoir ou ses insuffisances. Le candidat Hollande, qui aujourd'hui bien placé pour l'emporter, c'est pas la peine de se voiler la face. Bon, c'est une espèce de haut fonctionnaire roublard qui prend les Français pour des imbéciles, qui sous-estime le coût de tous ses projets, qui surestime les recettes, qui fait de l'économie vaudou en espérant que la croissance va payer toutes ses fantaisies. Évidemment, il n'en croit pas un mot, et les réveils vont être extrêmement difficiles. Et les autres candidats, parmi les autres candidats, on ne va pas les inventorier tous et toutes, mais aucun, en tout cas, c'est certain, ne suscite véritablement de l'enthousiasme. Il y a une situation également qui ne peut pas être écartée aujourd'hui, où on pourrait avoir un deuxième tour des élections présidentielles avec d'un côté François Hollande et de l'autre peut-être Marine Le Pen, qui risque de provoquer l'explosion, sans beaucoup d'espoir de voir les choses se stabiliser et revenir en arrière rapidement, donc de l'UMP. Donc une situation assez mobile, assez fluide, et qui va peut-être être le début, salut Sauveur, du 18e arrondissement, qui va... Voilà, mais enfin bon. J'essaye de parler fort, on n'a pas de micro, mais comme on disait à gauche dans le temps, Jaurès n'en avait pas, donc il faut se débrouiller sans. Je ne suis pas sûr que ce soit une très grande référence, mais enfin, en tout cas, du point de vue de la prise de parole, c'en était une. Il arrivait à se faire comprendre à des foules de 1000 personnes sans micro. Bon, donc, une situation mobile, une situation de crise qu'on voit s'aggraver pratiquement de mois en mois, de menaces très réelles sur l'Union européenne
qui n'a pas trouvé la bonne parade, parce qu'entre une union fédérale réelle, où il y aurait des transferts de fonds entre des provinces, dans un État fédéral qui irait bien ou moins bien, et cette espèce de gloubi-boulga actuel, les choix politiques ne sont pas faits. Tout ça, ce sont des nuages qui s'amoncellent. Voilà. Donc, on pense qu'il y a un mauvais moment à passer, je crois. Cette élection 2012, ça risque d'être, au niveau des élections présidentielles, un peu je dirais une élection pour rien, une forme d'élection blanche qui ne servira pas vraiment à la France, sauf que ça aboutira à quelque chose qui ne sera pas satisfaisant. Mais il ne faut pas que l'arbre des présidentielles cache la forêt des législatives, et c'est l'objet de notre réunion ce soir. C'est-à-dire qu'il faut commencer, puisqu'on sait que probablement on risque d'avoir une marée rose ou alors une explosion de l'UMP et de la droite et du centre si on a un face-à-face entre Marine Le Pen et François Hollande, eh bien, il faut éviter, dans le désastre qui s'annonce, d'être complètement balayé et qu'il y ait simplement une marée rose avec un Parlement à 500 députés socialistes, et puis que toute idée un peu différente ne soit oblitérée par la campagne qui s'annonce. Et on est là pour ça, notre objectif, pour resserrer les choses et véritablement focaliser le débat, c'est véritablement la préparation des élections législatives, plutôt à Paris et un petit peu en proche banlieue, dans la petite couronne. Ce soir, d'autres réunions auront lieu ailleurs, avec le RPF ainsi qu'avec d'autres mouvements pour préparer ça. Donc je donne tout de suite la parole à Nicolas pour qu'il nous parle de lui, comment il ressent aussi globalement les choses. Ensuite, on parlera de la situation politique parisienne et on verra comment s'organiser à la fois par circonscription. Il faut que la réunion soit constructive, par circonscription, et également dans les problématiques qu'on va mettre en avant lors des élections. Oui, alors Serge, moi je ne suis pas étonné que les Français manquent d'enthousiasme actuellement. En 2005, ils avaient voté à 55% contre un traité de constitution européenne, et puis 2 ans après, on leur avait expliqué que finalement leur vote ne comptait pour rien. Donc si le vote, ça ne compte pour rien, après tout, il ne faut pas s'étonner si massivement les Français, durant ces dernières élections, ça ne date pas d'aujourd'hui, les élections cantonales, vous aviez plus de 55% d'abstention. Celui qui trouvera la formule pour ramener les Français vers les urnes, d'évidence, n'est pas dans les différents candidats qui sont présents à cette élection, dont on sait qu'ils vont concourir. Ils étaient déjà présents aux élections européennes de 2009, aux élections régionales de 2010, aux élections cantonales de 2011. Moi, je me rappelle du plébiscite de la candidate Marine Le Pen en 2011, où on voyait sa figure partout sur les affiches. Tout ça pour arriver à un score qui, rapporté au taux de participation, avoisine un Français sur 15. Donc quand on nous présente, comme dans certains milieux gaullistes et souverainistes, Marine Le Pen comme la personne qui va nous sauver, eh bien, moi je rappelle, c'est un Français sur 15 à peu près qui ont voté pour l'île du Front National il y a un an, en 2011. Donc ça c'est pour tout de suite évacuer les questions qui disent pourquoi après tout quand vous êtes gaulliste et souverainiste vous n'iriez pas vous ranger derrière Marine Le Pen, on me l'a déjà tellement répété. Je pense que là le problème est évacué. Donc à partir du moment où on refuse les grands partis structurants de la vie politique française à droite, sachant que, après tout, il faut savoir où on habite dans la vie, soit on est à droite, soit on est à gauche. C'est pareil, ceux qui systématiquement nous font le coup le clivage droite-gauche est dépassé, mais c'est pas si évident que ça. Le clivage droite-gauche, pour tout un tas de raisons, il est loin d'être dépassé. Il y a toujours une antinomie des valeurs. C'est pas des libéraux qui vont contredire sur ce sujet. Il faut choisir plus ou moins de liberté, plus ou moins d'égalité. Non, il y a toujours des choix démocratiques. Et si vous voulez un choix démocratique, il faut au moins 2 choix. Et si vous voulez 2 choix, à part le clivage droite-gauche, j'en connais pas beaucoup d'autres qui soient structurants et qui permettent sur chaque question de se positionner plutôt à droite ou plutôt à gauche. Donc quand on se situe dans ce clivage droite-gauche, il faut reconnaître que ni l'UMP aujourd'hui, ni le Front National n'apparaissent comme des valeurs sûres qui amènent les Français à retourner aux urnes et à avoir l'impression qu'on leur pose les bonnes questions, en tout cas qu'ils apportent, que ces partis apportent des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc si on veut refuser cela, sans pour autant être dans une espèce de fonction tribunicienne où je suis le sauveur, j'incarne la France, écoutez, des rassembleurs aujourd'hui, un homme qui est en mesure, ou une femme qui est en mesure de rassembler
son camp, il n'y en a pas. Donc quand vous n'avez pas un rassembleur, la seule logique qui tient la route, c'est la logique des tandems. C'est-à-dire que je crois réellement, et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui le Rassemblement pour la France et le Parti des Libertés sont alliés sur Paris, vont s'allier dans différents départements. Aujourd'hui, à la même heure, là, à l'heure qu'il est, il y a une réunion qui se tient dans le Vaucluse, où vous avez, pour le lancement des législatives dans le Vaucluse, 2 candidats, ça sera dans la presse demain, 2 candidats RPF, 2 candidats du Nouveau Centre, 1 candidat du MoDem, qui s'annoncent et qui font un rassemblement pour le Vaucluse. Il y a des rassemblements un peu partout, on prépare des rassemblements partout en France, par département, parce que je pense que le département, en effet, je ne dirais pas que la messe est dite, mais enfin, Hollande a très forte chance de gagner la prochaine élection présidentielle. Si vous voulez pouvoir résister au tsunami que sera l'élection, quand on sait l'aspect mécanique d'un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire que les Français vont amplifier probablement les résultats de la présidentielle. Si nous n'avons pas de candidat digne de ce nom à l'élection présidentielle, et pour éviter cette amplification, il faut atteindre la masse critique et être sur le bon échelon qui nous permette d'éviter justement d'être totalement balayés. Si vous êtes seul dans votre circonscription et vous voulez faire l'union dans votre circonscription, vous n'y arrivez pas. Si vous voulez des accords nationaux, aujourd'hui, soyons clairs, en France, des accords nationaux, plus personne n'a confiance en plus personne. Essayons déjà, sur des identités au niveau des départements, des grandes agglomérations, des grandes villes, de trouver à s'accorder. On commence aujourd'hui entre le Parti des Libertés et le RPF à s'associer. Ça n'interdit pas à d'autres candidats et à d'autres partis de venir s'associer à l'avenir. C'est ce que nous expérimentons département par département dans le cadre d'attelage. C'est-à-dire que la vie politique avait atteint une certaine maturité en France, je crois, à droite, comme elle existe à gauche. Regardez l'association entre les socialistes et le Front de gauche, ou entre les socialistes et les Verts, aussi détestable sur le plan idéologique que soient ces attelages. Comment se fait-il que ces attelages ne fonctionnent pas à droite? Vous avez des attelages qui tirent à U et à dia entre eux, et c'est ce qui condamne d'ailleurs l'UMP et le Front National aujourd'hui. L'UMP et le Front National se condamnent d'eux-mêmes à ne pas pouvoir exister au-delà de cette élection de 2012, à mon avis, pour une raison simple, c'est que sur toutes les grandes questions, ils sont opposés. Ils sont opposés sur tout. Ils sont opposés sur l'Europe, ils sont opposés sur les questions de société, ils sont opposés sur les questions économiques et sociétales aussi. Ils n'ont pas les mêmes points de vue du tout. Donc, il faut retrouver les attelages qui permettront justement de retrouver un clivage et un choix politique. Alors, il y a des nébuleuses. Il y a une nébuleuse, on parle souvent de façon péjorative, mais après tout, pourquoi en parler de façon péjorative? Vous avez une nébuleuse centriste, c'est eux-mêmes d'ailleurs qui se définissent comme tels, et puis vous avez une nébuleuse gaulliste, souverainiste, libérale, je dirais, d'aiguillons, de gens qui sont plus radicaux, qui ont une identité plus affirmée, qui ont des idées, qui sont des gens, on va dire, on parle d'hommes de conviction, d'hommes et de femmes de conviction. Ces hommes et femmes de conviction, je crois que autour d'ici, ce soir c'est clair, nous sommes entre personnes de conviction. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entendre avec des gens qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont des élus, qui existent déjà dans leur circonscription, dans leur arrondissement, dans leur département. Et s'associer avec eux, c'est permettre demain d'avoir ces attelages entre une structure et une nébuleuse qui soit plutôt de radicalité et une qui soit, je dirais, de modération. Et c'est cette association, cet attelage, qui existait à l'époque de l'UDF et du RPR, après tout, qu'il faut retrouver. Sachant que l'UMP et le FN ayant démontré qu'ils étaient incapables de s'entendre, il va falloir trouver une alternative, non seulement à l'UMP, comme on l'entend aujourd'hui, c'est vrai, mais aussi une alternative au Front National. Sachant que ça ne veut pas dire qu'on doit galvauder ces idées qui sont les idées du patriotisme, qui sont les idées d'un certain idéal national que moi, en tant que président du RPF, je partage, évidemment. Donc, après tout, et de façon intelligente, c'est à l'observation des étoiles que vous le voyez. Quand vous êtes une nébuleuse, vous avez le risque toujours d'avoir un astre particulièrement fort et puissant qui, en quelque sorte, vous satellise. On sait que le centre, aujourd'hui, a la problématique, on a vu la manière dont l'UMP a investi des candidats dans 501 circonscriptions le week-end dernier. L'UMP est un peu cet astre et cette nébuleuse qui tourne autour. De même, nous, peut-être pas les libéraux, mais en tout cas les gaullistes et les souverainistes, très clairement,
nous avons cette asse qui est le Front National. Si nous voulons éviter les uns et les autres d'être satellisés par l'autre, eh bien, il faut qu'on s'allie, il faut qu'on s'associe. Il faut qu'on s'associe avec des centristes, il faut qu'on s'associe avec des gens qui sont, je dis, plus de conviction. Donc, c'est, je crois, l'embryon, c'est la première réunion qui sera suivie, comme le dit en effet Serge, à raison, de tout un tas de réunions dans les départements. Faisons, puisqu'on ne peut pas s'allier au niveau national, puisqu'on voit bien que de toute façon les leaders nationaux ont d'autres pensées ou arrière-pensées, j'en sais rien, que de gagner. Et bien nous, en tout cas, on veut exister. Et je l'ai dit, on veut exister en 2012 pour exister en 2014. Parce que l'élite, s'il faut la changer dans ce pays, il va falloir passer par l'élite au niveau local, au niveau des villes, au niveau des conseils généraux, des conseils régionaux. On verra si la loi sur la réforme territoriale s'applique ou pas. Donc il faudra absolument qu'en 2014, nous puissions tirer les bénéfices de notre investissement en 2012. Donc ça veut dire aussi qu'il faut arrêter avec ces partis staliniens qui lancent, comme on en voit au casse-pipe, comme on a vu ces 10-15 dernières années, je ne citerai pas les partis politiques, qui envoient des militants au casse-pipe pour obtenir des résultats lamentables, finalement récupérer l'argent, puisque vous savez que c'est le financement public qui est derrière les élections législatives, pour partie. On veut exister, mais on veut aussi obtenir un financement public. Et bien ce financement public, il faut trouver la structure, le chapeau commun, justement, dans le cadre du nébuleux, qui assure que tous ceux qui se seront investis en 2012 aux élections législatives retrouveront leur mise, d'une manière ou d'une autre. On retrouvera notre mise, évidemment, si on a des alliés forts. À ce moment-là, on fera plus de 5%. Donc non seulement on sera remboursé, mais ça ne sera pas en plus un investissement égal à zéro. C'est-à-dire que tous ceux, si nous avons un chapeau commun, si nous avons plus de 50 candidats en France métropolitaine, eh bien ça nous permettra d'avoir un financement public. Mais il faut s'engager dès à présent, et en tout cas au RPF, et je pense que Serge fait exactement la même chose, en particulier du fait de son ancrage sur Paris, à redistribuer cet argent pour permettre à ces candidats qui, s'ils ne sont pas députés demain, même si on espère avoir quelques députés peut-être dans le lot, après tout sur 577 circonscriptions, on peut bien en avoir éventuellement un ou deux, on va dire, et bien en tout cas, c'est l'argent qui aura été récupéré avec l'ensemble des personnes qui auront, des électeurs qui auront voté pour nos candidats, cet argent revienne sur la base. Il faut voir, il faut étudier ça, on en discutera, de la ville, ça dépend, quand ce sont des très grandes villes peut-être sur la base des arrondissements, mais en tout cas, il faudra que les gens retrouvent toute cette énergie qu'ils auront dépensée, développée, et non pas que cet argent serve, comme ça a été trop le cas ces dernières années, à des chefs nationaux et aux quelques conseillers qui sont autour, qui vivent grassement finalement de l'investissement militant des uns et des autres. Donc 2012 pour 2014, je le répète, et alors peut-être en 2017, ce que nous représenterons pourra trouver un candidat qui aura non seulement aucune difficulté à obtenir les 500 signatures. Moi qui suis candidat à l'élection présidentielle, je peux vous le dire, obtenir les 500 signatures aujourd'hui, c'est pas une sinécure. Mais par contre, avoir 500 signatures quand on s'appuie sur des élus locaux, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Mais je pense qu'il faut travailler dans la durée, pas sur un coup politique, mais dans la durée. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui nous reste d'autre à nous que la durée, sachant qu'en effet, on va probablement vers de sacrés déconvenus et de sacrés échecs pour notre camp politique dans les mois qui viennent. Voilà. Bien, je pense que... Mais je voudrais poser une question, Nicolas Stocker. Attends, mais... Jacques Cheminade, est-ce que vous y croyez qu'il a eu ces... Non, mais non, mais non. De toute façon, on peut lui promettre 500 signatures. Après, en préfecture, donc d'ailleurs ils ont retardé d'une semaine. Donc le délai de temps, encore, ça devait être le 14 février, c'est au 21. C'est-à-dire qu'entre le 21 février et ils ont plus en 2 semaines, les maires doivent se déterminer et signer pour le candidat de leur choix. Mais de toute façon, tous ceux qui disent aujourd'hui avoir les signatures sont des menteurs, puisque ce ne sont que des promesses de signatures. Bien sûr, ça ne veut rien dire, et probablement il ne les aura pas, enfin c'est quasi certain pour Cheminade, je pense. Mais ça peut frapper des candidats plus importants. Moi je pense que Marine Le Pen... faire le buzz. Je pense que, voilà, c'est ça. Marine Le Pen les aura probablement, ne fût-ce que, bon, on termine la parenthèse ensuite, ne fût-ce que parce que si elle ne les avait pas, une grosse partie de son électorat protestataire voterait Bayrou, et ça serait la mort assurée de Sarkozy. Donc je crois que ça m'étonnerait que ce genre de calcul, ils sont capables de le faire, de faire tourner leurs ordinateurs
place Beauvau. Et rien que pour ça, je pense que de toute façon, elle aura ses signatures et que tout le reste. Bon. En revanche, Nicolas Dupont-Aignan, je ne suis pas sûr qu'il les ait. Hein. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour lui parce que là, je crois que Sarkozy ne veut d'autres candidats de droite que Le Pen et lui. Point barre. Bon. Et on verra bien. Maintenant, de toute façon, ce ne sont pas nos problèmes puisque nous ne faisons pas partie des partis qui soutiennent justement ces candidats-là. Donc, comme l'a dit Nicolas très justement, les législatives, c'est 2012, mais c'est surtout 2 ans avant les municipales, et c'est pour ça qu'il faut commencer à mettre en place des équipes qui... Bon, les circonscriptions, je vous donnerai, je ferai circuler quelques cartes des circonscriptions pour en faire circuler 2 ou 3. Regardez-les, mais ne les conservez pas par devers vous. Regardez-les 30 secondes et faites-les circuler, j'en ai d'autres. Ça vous donnera un peu une idée des circonscriptions parisiennes. Alors, les circonscriptions, ça ne recouvre pas tout à fait les arrondissements, mais ça y ressemble un petit peu. Bon, même si ça ne porte pas les mêmes numéros, c'est variable effectivement selon la population par rapport aux dernières législatives. Paris a perdu 3 députés, donc il y a eu certains regroupements qui ont posé d'ailleurs des problèmes politiques, en particulier à l'UMP. Dans la 5e circonscription, vous voyez par exemple qu'elle regroupe le 3e et le 10e. Avant, le 10e arrondissement avait la particularité d'être le seul arrondissement à Paris qui était à la fois une mairie et une circonscription législative. Aujourd'hui, c'est la même chose. Bon, enfin les deux sont réunis. Donc, regardez un peu ça. Il s'agit de préparer avant tout les élections législatives et on doit avoir une conviction très forte. Je vous demanderai de ne pas trop parler entre vous parce que sinon on va avoir du mal à s'entendre. Bon, on échangera ensuite, on posera toutes les questions qui vont bien, mais bon, en attendant qu'on puisse quand même avancer sans brouhaha. La conviction qu'on peut avoir, c'est que 2014 est pratiquement inconcevable au sens strict aujourd'hui. C'est-à-dire que si par exemple Hollande était le président de la République et qu'il se démerde aussi mal qu'on peut penser qu'il se démerdera, vous me pardonnerez l'expression, eh bien, évidemment, avec en plus la vérité sur la politique de la ville de Paris qui va émerger de plus en plus sur les questions de propreté, les chantiers enlisés, la dégradation de la situation financière de la ville, etc., etc., tout ça va métamorphoser les choses et il peut y avoir un vote sanction, ça serait même logique qu'il y ait un vote sanction en 2014. Donc autant on peut être désespéré en 2012, autant on sait que la politique est de plus en plus volatile, et que 2014 peut être radicalement différent à un point qu'on n'imagine pas de ce qu'on va vivre en 2012. Donc il ne faut pas du tout être assommé par ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Au contraire, il faut voir ça comme, je dirais, la fin d'un processus de dégradation qui nous permettra de reconquérir ensuite les choses, surtout si les gros appareils, en particulier l'appareil de l'UMP, est fortement ébranlé. Donc pensez toujours à ça. Travailler, l'idée c'est d'avoir effectivement des candidats dans chacune de ces circonscriptions. Nous sommes encore ouverts, toutes ne sont pas pourvues actuellement parce que nous avons encore des discussions avec d'autres mouvements. Les choses sont encore fluides et il est évident en particulier que si certains partis qu'on crédite aujourd'hui de scores à peu près corrects refluent, quand on voit le désordre, le quasi-chaos qui règne aujourd'hui chez les centristes entre le nouveau centre qui n'existe plus, moi il y a des gens qui me disent, je suis en contact avec des élus centristes qui me disent j'essaie d'avoir le sénateur Nouveau Centre dont je ne prononcerai pas le nom, il s'appelle Pozzo di Borgo, au téléphone pour lui demander ce qu'il faut faire, il ne répond pas. Voilà, ça fait pou 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 pou, le Nouveau Centre fait pou 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 au téléphone à Paris. Bon, donc juste une petite correction, Pozzo di Borgo a pris des positions claires, nettes et précises. Oui, il a dit qu'il était proche de Bayrou sans aller. Bon. Ah bon? Oui. Il veut un candidat unique, voilà. Centriste, ce qui, a priori, ouvre la porte à Bayrou. Il dit que je soutiens, juste pour corriger, il dit que j'étais avec lui avant-hier, il dit que si Morin est candidat, évidemment, on peut le soutenir, mais étant donné la situation, on serait plus favorable à soutenir bon, enfin, en tout cas, très content que le sénateur, en effet, prenne cette décision. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'élus du Nouveau Centre. bon, enfin, M. Lagarde, qui lui... Ce qui est possible aussi, c'est qu'il y ait, bon, on parle politique aussi de manière très concrète et très terre-à-terre, que le score de Bayrou ne soit pas si bon qu'il l'espérait, pour une raison simple, ce qu'il avait fait monter quand même très fortement en 2007, c'était que Ségolène Royal n'était pas une candidate
crédible, donc elle effrayait un peu le centre-gauche, qui a tendance plutôt à voter socialiste. Ces gens-là, aujourd'hui, ils risquent de voter, ils vont sans doute voter Hollande. De la même manière, Sarko avait un positionnement qui était plus à droite qu'aujourd'hui, ce qui lui avait d'ailleurs réussi en mordant sur le Front National, mais il y avait des gens, à cause du Karcher, etc., qui ne voulaient pas voter Sarko, qui avaient voté pour Bayrou. Mais aujourd'hui, ce qu'ils appellent le cercle de la raison, cette espèce de gros magma centriste, est quand même, je dirais, du politiquement correct, et largement occupé aussi bien par Hollande que par Sarkozy, et donc l'espace de Bayrou me semble plus faible paradoxalement qu'en 2007, même s'il y a un effet de redite et de lassitude de l'opinion publique. Donc tout ça va aboutir à des désarrois, des désenchantements qui vont s'accélérer au fur et à mesure qu'on approchera des échéances du mois de mai, du mois de juin. Il faut se tenir prêt, avoir des équipes prêtes. On n'a pas complètement, évidemment, c'est un débat qu'on peut avoir avec vous, fixé définitivement pour un certain nombre de circonscriptions les équipes qui pourront aller au-devant des électeurs. Les choses restent encore ouvertes, sachant qu'on a aussi, parce que de toute façon, c'est bon d'être dans cette situation-là, une démarche d'ouverture et une capacité à accueillir des gens qui sont proches de nous, culturellement, idéologiquement ou politiquement, qui pour l'instant sont un peu en suspension. Il y a des gens dans différents arrondissements aujourd'hui, moi, comme élu de Paris, je les connais assez bien, qui effectivement hésitent un peu parce qu'ils ont peur des réprimandes ou des rétorsions des appareils, mais les choses vont changer quand les appareils en question vont se déliter, voire disparaître. Donc on peut laisser les choses ouvertes. Ce qu'il faudra rapidement, alors je vais parler d'un problème technique qui concerne l'argent, parce que c'est important, on est là pour parler politique de manière concrète, et Nicolas a fort justement mis ça sur la table. C'est très compliqué les questions de financement des campagnes électorales et de partis politiques. On a vu, nous, avec le Parti des Libertés, il y a 3 jours, la commission de contrôle des comptes. On va vous passer les détails. Pour ceux qui s'intéressera, on diffusera en fait un mémento du candidat, et surtout pour ceux qui seront directement engagés. Mais il faut savoir en gros qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est le financement de vos campagnes pour ceux qui ont le désir d'être candidats. Nous, notre politique, elle est totalement transparente, simple et claire, à la différence de ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres mouvements et qui est extrêmement désagréable très souvent. C'est-à-dire que vous ferez, pour ceux qui voudront être candidats, un chèque, par exemple, au Parti des Libertés. Nous vous restituerons l'intégralité de la somme, ce qui vous permettra de bénéficier, ou ceux qui vous financeront, de bénéficier d'une déduction fiscale à l'année N+1 à hauteur des 2/3, d'accord ? Bon, vous récupérez l'argent, on ne garde rien. Bon, simplement, ça vous donne le droit avec la souche qu'on vous fera, vous voyez le papier qu'on vous fera, le reçu, d'avoir la déduction fiscale. On fera, concomitamment, on fera ça dans le cadre d'une convention de prêt-don. C'est-à-dire que si on vous les prêtera, si vous ne faites pas 5% des voix, ça se transforme en don. D'accord ? De telle manière que vous n'ayez pas à supporter 2 fois, vous voyez, ces frais. Si vous dépassez les 5%, ensuite, une partie restera au parti. Ça ne peut pas être officiellement, vous voyez, ça doit quand même être remboursé, mais ça servira à vous aider politiquement à vous installer dans la perspective de 2014 dans vos différents arrondissements pour commencer à préparer les municipales. Donc il s'agit véritablement de quelque chose de très transparent et de très clair. Et nous, on met à disposition effectivement cette mécanique. Parce que si vous vous présentez à titre individuel et que vous faites des apports personnels pour votre campagne, évidemment vous pouvez être, si vous dépassez les 5%, entièrement remboursé. En revanche, vous ne pouvez pas avoir d'avantages fiscaux. Vous voyez, à titre personnel par exemple, si vous mettez votre propre argent. Donc c'est quelque chose d'assez équilibré. Juste pour ajouter par rapport à ce que dit Serge, évidemment on fait la même chose au RPF, mais en plus il nous faudra trouver partout en France des formateurs pour les candidats. Nous l'avions déjà expérimenté aux élections cantonales. Nous avons 2 excellents formateurs, l'un qui vient du 92, qui est Jean-Claude Caron, qui est un conseiller général sortant, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, et qui est un formateur attitré sur ce sujet. Et puis nous avons Alain Bournazel du Rassemblement pour l'indépendance de la France qui aussi fait des formations en Europe entière, justement. Donc ça permettra à tous ceux qui veulent être candidats d'avoir des formations qui seront totalement gratuites pour les candidats et qui permettra d'éviter justement, sachez-le, un nombre d'erreurs incalculables qui fait que même des spécialistes qui vont 3-4 fois aux élections vont se planter. Ça peut non seulement
au mieux générer une invalidation, mais au pire, aussi empêcher le candidat d'être remboursé. Donc il faut faire extrêmement attention, c'est très compliqué. Et c'est différent d'une élection à une autre. Par exemple, vous pouvez parfaitement... Alors il y a des amendes pour les partis qui ne respecteraient pas la parité, mais autant il est obligatoire pour une cantonale d'avoir un homme, une femme, de respecter la parité entre le candidat et le ou la suppléante, autant pour une élection législative, on peut très bien y aller 2 hommes ou 2 femmes. C'est pas interdit. Par contre, les partis qui représentent ces candidats ensuite doivent prouver au niveau et à l'échelon national une stricte parité, sans quoi ils encourent des amendes. Voilà, donc ça c'était le bon. Et il y a aussi un point important que je tiens à signaler tout de suite, parce qu'il faut que vous ayez ça en tête si vous avez envie d'être candidat et si vous le faites sous nos couleurs, c'est qu'il vous faut un mandataire financier pour votre campagne. C'est-à-dire que dès lors que vous commencerez à déclarer votre candidature, on vous expliquera comment faire, etc., on vous donnera un soutien, eh bien il faut que vous ayez une espèce d'âme damnée à côté de vous quand vous ferez des choses publiques. Là on n'est pas encore, on considère qu'on n'est pas encore en campagne, mais on le sera très bientôt dès qu'on aura investi les candidats dans des circonscriptions. Il faudra le déclarer et vous aurez un mandataire. On peut éventuellement aussi mutualiser ça, c'est-à-dire aider à s'en trouver si vous avez du mal à en trouver. Et le mandataire est là avec le carnet de chèques si ça dépasse 150 €, il paye tout. Vous n'avez pas le droit de toucher d'argent de payer vous-même quand vous êtes candidat. C'est le truc, hein, ça doit vous brûler les doigts. Bon. Donc, sinon, vous avez un bataillon, une armada de gens à la commission de contrôle des comptes de campagne. Ils procèdent un peu par sondage, ils ne vérifient pas tout. Dans le menu, mais enfin s'ils ont décidé, il y a des dénonciations en plus, ouais, mais si, très fréquentes, mais si, en tout cas, par hasard ça tombe sur vous, ou bien si c'est le hasard statistique, ou même, je dirais un peu orienté, ils vont vérifier le moindre café, réglé à tel ou tel endroit. Et s'ils ont la preuve qu'à tel moment on vous voit dans le Parisien en disant « Ah oui, on a bu un coup pour un, mais c'est pas dans les comptes », boum, invalidation. Et même si vous avez dépassé 5%, ça peut vous coûter un petit peu d'argent parce que vous voyez, vous ne récupérez pas donc les sommes qui pourraient... Mais alors ton Perrier, là, par exemple... Non, la campagne n'a pas encore commencé ce soir, je viens de le dire. Ça commencera quand vous serez candidat dans les circonscriptions, mais il faut le faire vite. Alors l'idée, c'est qu'on aille vite. Bon. Alors, pour maintenant parler de fond, parce qu'il n'y a pas que les questions d'argent dans la vie, il y a aussi le fond du sujet politique. Notre conviction, c'est que si on veut, surtout dans l'hypothèse d'une marée rose, exister, même si là on a distribué des papiers qui ont des vocations assez, je dirais, élevées en termes politiques, c'est-à-dire qui parlent de la France et de son avenir, je crois qu'il faudra territorialiser au maximum les campagnes. Par exemple, celui ou celle qui sera candidat dans la première circonscription, vous voyez, celle où on se trouve actuellement, là derrière, là vous avez un premier sujet, c'est la Samaritaine. Derrière vous avez un autre sujet, ce sont les Halles, d'accord ? Et il y en a d'autres comme ça. Dans cette circonscription-là, si vous allez, elle va jusque dans le 8e, donc vous avez par exemple c'est pas grave, ça tombera pas plus loin, plus bas. Il y a les terrains, vous voyez, qui sont en friche depuis des années, c'est incroyable mais vrai, si vous allez l'ancien hôpital Beaujon, rue du Faubourg Saint-Honoré, un terrain qui doit valoir plusieurs dizaines de millions d'euros, la ville de Paris est toujours incapable d'en faire quoi que ce soit dans la partie qui donne sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça peut énerver un peu alentour, il n'est pas dit que les candidats de l'UMP par exemple ou du PS aient l'idée forcément de se transporter sur ces terrains-là, parce que parfois ils peuvent être prisonniers de leur choix politique. Si on parle par exemple du 15e arrondissement, ceux qui ont défendu la tour Triangle et voté la tour Triangle, vous voyez l'espèce de grand bâtiment de 200 mètres de haut qu'ils veulent construire dans des conditions financières scandaleuses, on peut en penser ce qu'on veut du point de vue architectural ou urbain, mais il y a un scandale énorme qui sont les conditions financières de cette opération. L'UMP a voté pour, d'accord ? Et faut pas... les gens vont debout autour, dans le 15e non seulement, mais même dans le 14e, il y a une association qui s'appelle Non 14, avec quelqu'un qui est tout à fait sensible à ce combat-là, qu'il faut évidemment utiliser comme relais. Donc on a intérêt à territorialiser au maximum le débat parce que ça permettra de se préparer pour les municipales. Je te donne dans 2 secondes la parole. Et deuxièmement parce que c'est le seul moyen d'être audible dans une espèce de gauche, entre guillemets, de socialisme, entre guillemets aussi triomphant, qu'on risque de connaître
à partir du 6 ou 7 mai, je ne sais plus si c'est le 6 ou 7, je crois que c'est le 6 mai, dans donc à peu près 90 jours. Et on aura, bon, peu de temps, hein, ça va durer un mois, mais il faut commencer à l'avance. Alors, autre aspect technique, on va aller du technique au général à chaque fois, les affiches de propagande, des choses comme ça, évidemment ce sont des moyens qu'on peut mutualiser. Les candidats auront une certaine liberté, une grande liberté pour faire campagne comme ils le souhaitent. D'accord ? Cela étant, ça peut leur faire gagner du temps et de l'argent de trouver des formes de mutualisation, d'impression du matériel électoral. Et on sera là aussi pour ça. Et d'ailleurs, on est là pour vous aider, mais vous êtes là pour nous aider. C'est-à-dire que si vous avez dans vos relations des imprimeurs réglo, rapides, bon marché, qui livrent bien, parce qu'il faut se méfier de ça comme de la peste, hein, bon, à des tarifs défiant toute concurrence, surtout n'hésitez pas, nous sommes des libéraux aussi, à nous le dire, on fera jouer la concurrence au maximum pour que ça puisse baisser le coût de la campagne, parce que notre conviction, c'est qu'à Paris, on peut faire campagne si on mouille sa chemise, si on fait les choses soi-même le plus possible, si on est malin, on peut faire campagne sans dépenser beaucoup d'argent. C'est quand même très concentré, c'est pas les circonscriptions, vous voyez, rurales, ça nécessite moins de moyens. Vous avez quelques militants à scooter qui se baladent le soir, ils peuvent poser beaucoup d'affiches en l'espace de 2 ou 3 heures. Et ça peut être très très visible le lendemain matin, vous voyez. On croit aussi beaucoup, alors nous on aura un aspect internet, on est au Parti des Libertés assez pointu avec Olivier là-dessus, donc un site internet, on a des tas de moyens de vous aider à mettre en place des Twitter, des choses comme ça. Cela étant, le terrain, les tracts et les affiches, pour les campagnes électorales, c'est déterminant. C'est déterminant. Et donc, il faut vraiment commencer rapidement à travailler là-dessus. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose sur ces sujets? Ah non, c'est tout à fait, j'aurais dit exactement la même chose. Bon, donc, ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est peut-être pas un tour de table parce qu'on est trop nombreux, mais si certains d'entre vous veulent intervenir, peut-être aussi pour nous faire état de ressentis locaux, d'accord ? Voilà, et puis ensuite je donnerai la parole à 2 ou 3 personnes qui se sentent déjà des âmes de candidats et qui interviendront peut-être pour nous dire comment justement elles envisagent ou ils envisagent les choses. Catherine, vas-y. C'est pas pour me présenter, c'était simplement pour rajouter... Alors elle ne se présente pas, donc je la présente, Catherine Marguerite, voilà, qui est présidente d'une association dans le 15e arrondissement et plusieurs conseillère d'arrondissement. de plusieurs associations. Et 3 associations. Et élue dans le 15e. Et élue dans le 15e. Bon, Serge, en fait, je voulais préciser... Enfin, nous connaissons bien le dossier d'Atout Triangle, c'est vrai qu'il est très technique, donc je ne vais pas embêter les personnes qui sont présentes, qui viennent pour toute autre chose. Mais tu parlais de territorialisation, et tu sais très bien qu'en fait ce dossier était lié avec les Halles, avec le premier, donc les choses ne sont pas si simples. Hein. Tu comprends, c'est une appréhension politique globale sur Paris, c'est vrai qu'on est derrière. Mais c'est pour ça qu'on a un parti parisien aussi. Enfin, oui, non, mais voilà, je voulais simplement préciser ça. Oui, parce que alors pour affranchir tout le monde sur le sujet, c'est important d'en parler parce que vous savez, Paris c'est quand même pas si grand que ça à l'échelle mondiale aujourd'hui, et on peut vous poser des questions. Vous pouvez tomber à un moment en faisant une campagne dans le 19e arrondissement, le 18e, ah ben moi j'habite pas là, mais dans mon arrondissement j'habite le premier à côté des Halles, c'est quoi ce boxon, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que vous en dites, etc. Donc c'est bien, on fera des réunions aussi transversales pour que chacun ait un niveau d'information suffisant pour répondre à des questions à la fois qui peuvent être transversales sur les grandes opérations d'urbanisme, la propreté ou les finances publiques ou les impôts, vous voyez, et même au niveau national, mais également sur des grands sujets parisiens. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a un deal global entre la mairie et un groupe qui s'appelle Unibail, au Halles et à la Tour Triangle, sauf que le deal global au départ, on pensait qu'en gros Unibail finançait un objet architectural un peu tralala poète pour Delanoë dans le 15e avec la tour, et en échange il obtenait des avantages au Halles, c'est-à-dire l'achat du foncier de cœur de Paris à vil prix. En réalité, avec les brillants négociateurs de la ville de Paris, on se rend compte qu'ils gagnent sur les 2 terrains. Donc évidemment, bon là c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance chez Unibail. Politiquement, au niveau de la droite, au niveau de notre parti, on n'a pas fait face. Il n'y a pas eu de... l'UMP a été, c'est pas qu'ils ont fait face, c'est pas fait face, c'est qu'ils se sont couchés
ils ont voté la délibération sur la tour Triangle. Et le grand scandale financier, c'est que, en gros, c'est quand même une parcelle très bien située, à l'intérieur en réalité du parc des expositions, donc en situation monopolistique pour des bureaux, vous voyez, et Unibail va commencer à payer, je ne sais plus exactement, mais enfin c'est dans 30 ou 40 ans, si tout se passe mal pour eux, et avec tous les risques financiers supportés par la ville, et zéro risque financier supporté par le groupe privé. Donc, quant au hall, le scandale est encore bien plus important. Il y a des espaces à l'intérieur qui ont été vendus à Unibail. Pour ceux qui connaissent, et je terminerai là-dessus, l'espace, vous savez, la grande allée qui mène à la piscine au cinéma UGC, qui est quand même le premier cinéma d'Europe, hein, c'est des poids lourds, des mastodontes du point de vue commercial. Il y a un espace magnifique où il y avait un centre d'animation avant, qui fait quand même près de 1500 mètres carrés. C'est ce centre d'animation qui doit être situé où il y a la sortie du RER, 1 million de personnes qui passent devant par jour, 1 million, d'accord. Ça a été vendu 4000 € le mètre carré par la ville de Paris à Unibail. Bon, vous pouvez, enfin la valeur commerciale réelle, c'était 20 fois ou 25 fois supérieure. Bon. Donc voilà, on est dans un coulage complet, dans un pillage des fonds publics, et donc ça évidemment, il faudra le dénoncer, et on fera, autant que besoin est, des réunions entre nous pour vous donner les moyens d'affronter les gens qui vous poseront des questions, parce que Paris, c'est effectivement un endroit où on peut poser des questions d'un arrondissement à l'autre, sur la propreté, mais comme sur d'autres sujets. La place de la République, moi qui me concerne, en particulier dans la 5e circonscription, eh bien c'est un endroit où, évidemment, il y a 3 arrondissements riverains, mais il n'y a pas que ça. Et les gens, quand ils vont... et là, c'est l'exemple même du sujet qui va concerner les législatives, mais surtout les municipales. Pour les législatives, ils font pour l'instant les travaux au centre. Bon, donc le chaos n'a pas encore commencé. Mais, bon, ça a commencé, mais c'est pas encore terrible. Mais les gens n'imaginent pas, il n'y a pas un Parisien sur 50 qui imagine ce qui va se passer à partir de septembre de cette année, quand ils vont fermer tout le nord de la place, d'accord, définitivement au trafic automobile. Ça va être la congestion complète, l'embolie, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Bon. Et donc... Et ça nécessite, il faut commencer les campagnes assez tôt, ça nécessite effectivement d'être en contact avec des associations locales. Moi, dans le 10e, il y en a 3 qui sont déjà partie prenante et qui nous aideront dans la campagne. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur un arrondissement? Oui, vas-y Stéphane. En fait, je pense que je voulais poser une question sur les modes de campagne. Tu parlais des tracts et des affiches. Je me demandais jusqu'à quel point un petit mouvement politique n'aurait pas intérêt à utiliser d'autres modes de campagne que des modes de campagne traditionnels. Alors on a Facebook, Twitter, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il existe des bases de données. On peut acheter des bases, ça ne coûte pas plus cher que de faire imprimer des affiches. Et c'est beaucoup moins d'efforts que de distribuer des tracts sur les marchés. C'est peut-être plus efficace que de payer des CPM, des coûts pour 1000 sur des bases de données d'habitants, en faisant un truc qui pourrait convenir à tous les candidats, une suite de questionnaires, etc., tout en ligne, et on peut balancer comme ça des milliers d'emailing et toucher toute la population infiniment mieux que dans des quartiers, par exemple les quartiers d'arrondissement des arrondissements centraux. Quand on se balade dans le premier arrondissement et qu'on distribue des tracts, on a une personne sur 10 qui y habite vraiment. C'est quand même assez difficile de faire campagne dans le premier, dans le deuxième, où c'est des arrondissements où tout le monde passe et où personne ne vit. Alors que si on avait des bases de données, et elles sont disponibles, il suffit de les acheter, de router dessus, des bases de données d'habitants, on touche les gens, et on est à Paris, on a quand même des gens qui touchent leur vie dans l'internet, on touche les gens directement chez eux le soir quand ils rentrent, et on peut, si on fait ça bien, arriver à faire... Et en plus, on peut peut-être même en faire un thème de campagne qui est faire campagne autrement, c'est-à-dire fini la campagne à la papa, je pars le soir coller mes affiches, et je suis le dimanche matin sur les marchés. Je fais une campagne différente, je suis passé à la campagne de demain. C'est juste une question et une suggestion. Oui, non, mais c'est une bonne suggestion. Moi, je ne suis pas forcément à chercher à tout prix de consensus. Je pense que les instruments traditionnels ont encore leur pertinence parce que, malgré tout, il y a un besoin de rapport physique. Hein. Je ne vais pas revenir avec le fait à l'époque où il fallait voir le roi ou le toucher, etc., pour guérir des maladies. Mais enfin, la politique, ça reste encore quelque chose d'assez physique. Mais je crois effectivement que l'un n'exclut pas l'autre, surtout si le coût est raisonnable. Voilà. Donc maintenant, c'est un bilan coût-avantage. Il faudra être très pragmatique. Si tu as des solutions, je sais que c'est ton métier que tu le maîtrises sur le bout des doigts, si tu as des solutions qui sont très économiques pour arriver à quelque chose d'efficace, hein, le seul objectif, c'est l'efficacité.
au coût le plus raisonnable possible, eh ben on prendra tout ce qui nous permettra de faire parler de nous, d'être présents et d'amorcer la suite des événements. Parce qu'en revanche, on aura un handicap, c'est sûr, c'est que le débat va être totalement focalisé sur les présidentielles jusqu'en mai. Bon, et il y aura très peu de temps ensuite pour les législatives. Et deuxièmement, le débat, enfin c'est les médias à la française, surtout à Paris, est complètement concentré et focalisé sur les grands appareils politiques. Les petits partis, les médias, alors il y a quelques journalistes parmi nous, et je les adore, c'est bien connu, mais les médias ne sont pas très fair-play avec les petits mouvements. Bon, parce que c'est compliqué, on ne sait pas où les trouver, on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. On a besoin de choses simples, et donc les petits partis, c'est compliqué. Donc ils n'ont pas la parole, et on les voit très peu sur les médias importants, en particulier à la radio et à la télévision. Bon. Cela étant, le fait aussi d'être rapidement en campagne, et de mettre des affiches à des endroits stratégiques, ça fera qu'à un moment ou à un autre, on peut avoir de temps en temps, on l'avait vécu dans d'autres élections, des tilts, des gens qui se disent « Ah là, quand même, il y a peut-être quelque chose à voir », parce qu'ils auront fini, au bout de 25 fois qu'ils auront fait passer l'amour au goujon pour nous expliquer que, voilà, bon, ou alors Carèche ou Vaillant, un coup à droite, un coup à gauche, pour nous expliquer seriner toujours les mêmes imbécilités, eh bien, ils auront peut-être envie d'entendre autre chose. Et donc, cette autre chose, on peut porter ça. Voilà. J'ajouterais, par rapport à cette question, une étude qui était passée à un moment donné qui expliquait qu'on ne gagne rien à mettre des affiches, le matériel de propagande traditionnel. Par contre, on perd énormément à ne pas en mettre. Oui, c'est possible. Non, mais je pense aux campagnes que j'ai distribué les tracts. Je suis sur mon cartel UMD, mais j'ai fait des campagnes UMD longtemps. Et je sais combien c'est difficile de distribuer des tracts quand la dernière campagne de Lelouch, on était à la jonction entre le 8e et le 17e. Un tract sur deux, c'était pas le bon arrondissement, parce que le type venait faire son marché au même endroit. C'était des gens, c'était quand même compliqué à Paris, quand c'est plus facile à Clermont-Ferrand. Ils habitent tous là. C'est les marchés, oui, tu vois, il y a des points... C'est problématique. Et donc je pense, si tu veux bien, je ferai une petite étude juste pour savoir sur la population parisienne combien on peut récupérer d'adresses mail chez les gros propriétaires de bases de données, genre Cdiscount, etc., les grosses régies, et voir combien peut coûter un emailing au coût par 1000, combien ça peut coûter de faire une campagne comme ça avec une dizaine, une quinzaine d'emailings sur la base générale Paris. Non, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. J'ai fait la même demande. Oui, je voulais juste apporter un peu la contradiction. En fait, la CNIL interdit maintenant que des inscriptions à titre commercial, pour un but commercial, soient utilisées à des fins politiques. Ça date du 26 janvier. Là ? Oui. 26 janvier. Oui, il y a 3 jours, et donc ça a été publié aujourd'hui. Et donc justement, ils vont être saisis. Ils ont fait des réunions avec les partis politiques majoritaires pour dire, voilà, parce qu'ils ont eu des plaintes sur les précédentes élections, et donc ils ont décidé de faire des recommandations. Enfin, ils vont créer un observatoire en fait des élections 2012 pour en fait veiller à ce que tous ceux qui se sont inscrits pour des opérations commerciales, que justement l'adresse ne soit pas reroutée pour des tracts politiques. Mais je vois pas comment, je creuserai le truc. Parce que juridiquement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, les gens, quand ils se prononcent sur Internet, on fait la différence entre opt-in et opt-out. Ouais. Donc les gens qui cochent la case que vous évitez de cocher si vous voulez pas être assailli de spam dans votre boîte, donc acceptent de recevoir les campagnes des partenaires. Quand on coche cette case, on est opt-in, c'est-à-dire qu'on autorise le propriétaire de la base à louer ton adresse mail. Ouais. Et donc, à partir du moment où la notion de partenaire n'est pas définie, il n'y a pas de raison que la CNIL toute seule décide que le partenaire ne doit pas être politique, ne peut être que commercial. Mais en fait, ils vont rajouter des mentions pour que l'internaute soit pleinement conscient de ce qu'il est en train de faire. Oui, mais sauf que ceux qui ont déjà signé l'opt-in, Ouais. ce qui est le cas des bases de données qui seront monétisables au moment de la campagne, a priori, je ne vois pas comment on peut revenir dessus. Mais en tout cas, je regarderai. Ouais. C'est pour les productions futures, quoi. Ouais. C'est Oui, à je partir de 2012, là, oui. Bien. Oui, non, mais ça, on va en discuter. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'il faudrait, bon, là, je suis en contact avec, de manière bilatérale avec un certain nombre d'entre vous, c'est qu'on ait, avant les vacances scolaires qui démarrent le 18 ou le 19 février, déjà un certain nombre de tickets sûrs dans différents arrondissements, d'accord, enfin, dans différentes circonscriptions, et que, pour ceux qui veulent démarrer, ils puissent le faire très rapidement. Donc,
on va essayer de se trouver, on verra un local de campagne, ou bien il y a mon bureau à la mairie du 10e arrondissement qui est assez grand et qui pourrait servir de ça si je rajoute quelques chaises et qui nous permettra éventuellement de nous réunir, parce que bon, je ne peux pas dire que j'abuse. Comment? Des réunions internes, pas des réunions publiques, des réunions internes. On peut se réunir dans mon bureau d'élu, il n'y a pas de souci, entre nous. Bon, sinon, on peut venir ici ou ailleurs, on verra, on trouvera des endroits communs, mais je pense que rapidement, en tout cas, il faudrait pour ceux, et je reviendrai vers vous individuellement dans les jours qui viennent, qui sont déjà très mûrs pour aller sur telle ou telle circonscription, que vraiment, ils prennent, on fasse un premier rendez-vous avant les vacances, avant le 18-19, et qu'on aille beaucoup plus loin et plus précisément sur les mandataires financiers qu'ils ont trouvés, le montant d'argent qu'ils veulent verser au parti pour se le voir restituer, et la question du matériel de campagne, de telle manière qu'ils puissent démarrer, l'idéal, ce serait de démarrer la campagne au plus tard fin mars, au retour des vacances scolaires qui vont arriver, où il y aura une légère démobilisation, mais pas très importante. Alors ensuite, il y a un autre point qu'on verra aussi, vous voyez qu'il y a des débats juridiques, mais ça c'est important, on vous aidera, c'est les questions de légalité et illégalité de tel ou tel type de comportement. Par exemple, normalement, on n'a pas le droit d'afficher hors des emplacements prévus pour les campagnes électorales, les affiches. L'affichage sauvage, c'est prohibé, on s'expose à des sanctions, tout le monde le fait, bon, voilà. Nous, on est des bons citoyens, on essaiera de ne pas donc être pire que les autres. Mais il faudra être pragmatique dans ce domaine, mais c'est sûr que ça peut avoir un certain impact. Il faut commencer assez rapidement. Là aussi, on vous aidera, et donc, avant, bon, je reviendrai vers vous, et pour ceux, est-ce qu'on a distribué une feuille avec des adresses email pour ceux? Elle doit circuler pour ceux qui ne sont pas encore bien connus de nos services. On va trouver une... Des formations pour... Voilà. Bien connus de nos services. On va trouver une date pour se revoir avant le 19, et avec ceux qui sont vraiment décidés à partir rapidement, qui sont dans les starting blocks sur les campagnes, parce que je crois qu'il faut, comme on est petit, hein, c'est comme il faut avoir une fronde, la faire tourner un peu en avance, repérer le gérant, et puis boum, envoyer le coup qui fait mal. Donc, on va agir comme ça. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole pour parler? Oui. Alors moi, je m'appelle Ralph Beauvau, je suis du département du 92. Alors, d'abord, vous dire que je veux bien devenir ami avec tous ceux qui sont à Facebook. Mon nom s'écrit BOH-BOT, donc c'est un moyen de correspondre entre nous et de voir qu'est-ce que... On donne des informations, moi j'ai l'habitude d'en donner sur tous les partis politiques, certains partis politiques. Et ma question c'est, alors, est-ce qu'on peut être candidat à Paris si on est dans un département de France? Quels sont les législatives? C'est une élection nationale. Donc vous pouvez, voilà. Alors on peut facilement donc on peut être candidat du moment qu'on est inscrit dans Une excellente circonscription. Et je parle pas pour moi, Pas dans le 15e, hein. Pas dans le 15e arrondissement. Pourquoi? Non, c'est une élection nationale, mais à Paris, par exemple, pour les municipales, sachez-le aussi, parce qu'il ne faut pas vous fixer de barrière mentale. Si vous avez décidé de vous investir dans tel et tel endroit, comme candidat ou pas d'ailleurs, parce que pour les municipales, c'est pas du tout législative. Les législatives, bon, vous savez, il faut 2 personnes. Les municipales, c'est au minimum, c'est 5-6, même plus. Hein, bon, 5-6 éligibles, mais ça, bon, dans le 20e ou le 15e arrondissement, il y a combien? Il y avait combien? Les listes dans le 15e, c'est quoi? 51 personnes. Bon, et c'est très difficile d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant pour avoir un vrai fichier qui permettra. Bon, et donc. Oui. C'est que le bois de Boulogne, c'est quelle circonscription? C'est le 16e. C'est le 16e, mais c'est hors circonscription. Il n'y a pas vraiment de. C'est hors circonscription. Parce que moi, j'habite pas très loin. Enfin, il n'y a pas de résident normalement dans le bois de Boulogne. C'est une résidence administrative ou alors c'est une occupation temporaire. Donc s'il y a un candidat dans cette circonscription, je lui signalerai notamment plusieurs choses, et notamment un club de pétanque qui ne paye pas de redevance. Les cochonnets ne votent pas. Ils ne payent pas de redevance, qui sont là depuis une concession depuis Napoléon,
et qui pose problème, parce qu'on ne peut pas venir jouer dans ce club, etc. Donc, il y a un candidat dans le 16e qui me joigne pour ça, je lui donnerai des Il y en informations. a plusieurs candidats. Bien sûr, non mais il y a des problématiques locales qui sont importantes et il faudra essayer justement de les faire émerger dans les élections. Parce qu'on vous dira toujours, les élections législatives, c'est national, vous nous enquiquinez avec votre truc, mais les gens, surtout dans l'hypothèse où on leur dit de toute façon les choses sont cuites, voilà, vous aurez un socialiste, n'allez même pas voter. Pas la peine d'aller voter, de toute façon, puisque Hollande a été élu, il y aura un député socialiste, c'est automatique, c'est prévu par la Constitution. Eh bien, bon, ça va être ça, hein, il va y avoir des discours de gens-là, faut pas se leurrer. Non, mais Eh ben, Serge, il y a un discrédit des politiques, ça je ne te l'apprends pas, malheureusement, c'est la réalité. ça ne frappe pas le Parti des Libertés. Pour l'instant. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Et justement, le fait de faire une campagne localement est très très important à ce sujet-là, justement, même pour les législatives. Puisqu'en fait, en temps de déroute, de crise, on ne sait plus qui est qui, etc., quand on voit vraiment la personne, qu'elle travaille sur le terrain et tout, c'est quand même très important. Même si effectivement on peut se présenter sur un arrondissement voisin, Le 16e par exemple. Ouest, quand on est de l'ouest, plutôt dans l'est, quand on est. Le 16e, c'est Guesgen, donc... Il y en a un autre, il y a David Alphand aussi, qui se présente. Ouais. Alors, certains, bon, par exemple le nom qui vient d'évoquer ou d'autres, bon, Candidat par le qui sont actuellement à l'UMP, il y a du rififi chez les femmes, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a elles ont, un certain nombre de candidates féminines l'ont mauvaise de ne pas être sur les listes, enfin désignées par le parti. Il y a Carrère-G dans le 14e, Brigitte Custer, etc. etc. Bon, on va voir comment les choses évoluent. Je pense que certaines vont peut-être réfléchir au fait que c'est pas forcément une bonne démarche politique que d'arriver à des élections législatives en disant simplement « Ah, c'est pas gentil, on m'a fait de misère parce que je suis une femme, votez pour moi si vous êtes de droite, votez pour moi parce qu'il n'y a pas assez de femmes de droite, choisi par le parti. » Je suis pas sûr que ce soit un argument politique qui porte beaucoup, surtout d'ailleurs dans l'électorat de droite. C'est pas un argument, mais c'est un fait. Oui, mais cela étant, ça veut dire que certaines d'entre elles pourront peut-être, dans certaines circonscriptions, avoir envie à un moment de ne pas courir seule ou la simple Kazakh, femme en colère, femme UMP en colère, qui est quand même assez réduite du point de vue du discours politique. Bon, donc voilà. Comment ? Vous me donnez la liste de toutes ces dames. Oh bah elle est dans la presse, hein. Bon, il y a Rachida Dati. Il se trouve qu'on les connaît. Nous, Voilà. c'est les dames qui bossent. Oui, mais bon, on a des candidats aussi qui vont pas forcément partir pour des gens qui seront des déçus. Catherine en fait partie Bon. aussi. Je fais partie des femmes en colère. Voilà. Oui, oui. partie Un aussi. état permanent. Si vous voulez l'adresse, Non, mais Il y a c'est- beaucoup de choses révoltantes dans ce monde. Mais la colère permanente, c'est jamais bon. Il faut, Non, de mais temps elle est en temps, d'accord. il faut se détendre. Elle est d'accord qu'effectivement, c'est pas Ah un non, mais projet politique. de dire- mais c'est pas un projet politique, ça tiendra pas la route. Et je pense qu'elles iront pas au terme de leur démarche politique si elles se contentent de Ouais, ça. j'espère bien. Bon. Il n'y a pas des sanctions quand on ne présente pas Non, ces mais femmes? Serge, Si, Des sanctions financières. Au niveau national, pour Non, non, mais on- 28% de femmes. 28% de femmes. Mais, Mais moi, je ne suis pas comptable de l'UMP. Hein, Non, mais bon, donc, je te vous dis, savez, 28% de femmes à l'UMP, 4 millions de à l'UMP, à l'hôtel de ville, maintenant je vais plus avec eux parce que bon, j'en ai soupé, mais à l'hôtel de ville, il y a un groupe UMP-PA, plus connu sous le nom de Papa, donc bon, c'est l'UMP-PA. Bon, le PA, vous l'avez devant vous, c'est moi, parce qu'il n'y a que de l'UMP, le nouveau centre, ils sont partis, etc., etc., donc il n'y en a pas d'autres. Et ben malgré ça, ils sont pas du tout tolérants, c'est des gens qui sont assez renfermés, effectivement. Ils ont une espèce de syndrome de la forteresse assiégée. Il n'y a plus que le 16e, le 15e, qui d'ailleurs n'est pas si gagné que ça, et le 17e, et ils en Thérèse Méfier aussi. Ils se sentent bon. Et du coup, tout est verrouillé, et ils ne laissent que des choses ingagnables aux autres, voire pas du tout, ou alors ils vont chercher des espèces de candidatures toc et médiatiques, comme Bec BD, qui rime à rien. Arnaud Klarsfeld, c'est banané dans le 12e arrondissement. Cavada, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Bec BD, bienvenue au club, il réussira aussi bien dans le 12e arrondissement qu'il a réussi à Poweo ou à Self Straight, sauf que là, il n'y aura pas quelqu'un de bien sympathique pour lui racheter ses actions à un bon prix, quoi. Donc, il va... Comment ? Il n'y a pas de bulle internet à l'UMP. Voilà, oui. Il n'y a plus de bulle du tout, je pense qu'elle a explosé depuis un certain temps. Là. C'est soit élastique sans élastique. Non, mais Bec BD, Donc- Bec BD en plus, alors pour rebondir sur.
il y a des problématiques locales et puis il y a aussi des problématiques nationales. Et BD, la droite bling-bling, c'est une problématique nationale. Comme l'affairisme, c'est une problématique nationale. Comme la 13e circonscription de Paris, il y a des problèmes d'affairisme, et pas seulement avec la tour Triangle, mais aussi avec le petit Pentagone à Ballard. BD, les gens qui lui achètent ses actions, c'est parce qu'il a des marchés d'intérêt public qu'il les a obtenus. Quand il était sur Poweo et qu'il a réussi finalement à revendre ses actions, c'est parce que un ami à lui qui était ministre du développement durable avec ses bureaux à la Défense lui ont accordé un marché d'intérêt public qui fait que Poweo, avant d'avoir ce marché, lui permettent d'établir un méthanier et un gazoduc en Normandie, juste à côté des falaises d'Étretat. Poweo ne valait rien. Et puis lorsqu'on donne un marché d'intérêt public à un membre éminent du Parti radical, dont je rappelle le ministre, et à ce moment-là celui qui est attributaire des marchés, vous avez une action qui monte en flèche, avec des petits porteurs qui vont acheter. Vous imaginez bien que le méthanier, il n'y en a jamais eu, il n'a jamais été construit, mais par contre, en cours de route, vous avez quelqu'un qui a fait une culbute financière considérable. Voilà. Ah non, mais la France, j'avais un ami hélas décédé aujourd'hui qui appelait la France la République des grandes bananes. Et donc, c'est une expression que j'ai gardée en mémoire parce que effectivement, ça va parfois au-delà des républiques bananières. Enfin, c'est un peu plus subtil, quoi. Bref, il y a une véritable action politique. Et effectivement, il faut la commencer à l'occasion des législatives parce qu'il y a certains arrondissements où il faut trouver 25, 30, 35, 40, 50 candidats. Et il y a des partis qui n'arrivent pas, surtout parmi les petits partis, à présenter des candidats dans les arrondissements importants, parce que trouver 51 candidats dans le 15e arrondissement, vous allez voir, c'est pas forcément évident. Parce qu'il faut quand même, vous appelez PS, vous appelez MP, vous les trouvez. Vous appelez autre chose, c'est déjà un peu plus compliqué dans les très gros arrondissements. Et pourtant, c'est là qu'il faut être, parce que c'est là où on peut quand même avoir des élus au Conseil de Paris, et ça sera notre objectif, avoir quelques élus au Conseil de Paris et pouvoir peser sur la situation qui sortira en 2014 à Paris. Là, je parle de l'objectif purement parisien, parce que, dans le 20e arrondissement, par exemple, le 20e arrondissement, c'est une ville de plus de 200 000 habitants. C'est la seule ville de 200 000 habitants en France où le parti présidentiel n'a aucun élu. Aucun. Pourquoi? Ils n'ont même pas été fichus d'avoir un candidat qui a dépassé les 10%. À 10%, vous aviez un élu au Conseil de Paris, d'accord? Et ben, ils ont investi un gars qui a fait 7%. Le dissident, il en a fait 8 ou 9, parce que celui qui aurait dû normalement être à la place de ce gars-là, qui avait été choisi au nom de la diversité, la diversité, évidemment, j'ai rien contre, cela étant. Si la diversité, ça consiste à prendre des gens qui connaissent rien à leur circonscription ou à leur arrondissement, qui arrivent en étant hautains, arrogants et qui racontent n'importe quoi, qui ne savent même pas où ils se trouvent et qui confondent une rue avec une autre, un boulevard avec un autre, et ben ça aboutit à à 7%, alors qu'on devait normalement quand même en faire 20 ou 25, et à 0 élus dans une ville de 200 000 habitants. On arriverait dans le 20e arrondissement, donc ce qui correspond à la 15e et à la 6e circonscription en partie aujourd'hui pour les législatives, à dépasser 10% s'il y a un vrai gros travail, un vrai gros boulot qui est fait là, et ben c'est tout de suite au moins un élu, parce que c'est très important, vous voyez. Et puis quand vous avez un conseil de Paris, vous avez un peu plus de moyens, vous avez un bureau à l'hôtel de ville, vous avez la possibilité d'exister plus. Il y a à chaque séance du conseil de Paris les journalistes qui sont là, vous pouvez avoir accès plus facilement à la presse, qui allait cavaler derrière elle pour essayer de vous faire entendre. Donc c'est un travail qui commence dès les législatives. Voilà. Tiens, Christiane, parle-nous du 12e arrondissement, qui est une terre qui te... Le 12e arrondissement, là, en ce moment, on est en plein travaux du tramway, n'est-ce pas? Donc le fameux projet de la mairie de Paris qui remplace le bus, en bloquant tout le sud de Paris. Je suis passé par là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, n'est-ce pas? Voilà, alors, pour les législatives, on a rajouté au 12e arrondissement un petit bout du 20e aussi, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là que BD se présente, si j'ai bien compris. Oui. Bling Bling. On a eu Bling BD. On a eu Clairsfeld avant, là ça va être BD. Voilà. L'arrondissement est passé à gauche grâce à Clairsfeld, puisque avant c'était un arrondissement de droite au niveau des législatives, et de gauche. Grâce à la superbe campagne de M. Clairsfeld, on se retrouve
avec un député socialiste, et qui est là pour longtemps. Oui, enfin bon, là... Et ce qui est quand même triste, c'est pour ça que j'ai quitté pardon. Oui, vas-y. Ce qui est triste, c'est pour ça que j'ai quitté l'UMP, d'ailleurs, il y a un an, avant tout ça. Parce que par exemple, dans le 12e arrondissement de Christian, que je connais quand même, il y a des gens de qualité. Je pense par exemple Valérie Montando, qui est une chef d'entreprise, 35 ans, elle est très intelligente, et ils cherchent quand même à aller chercher ailleurs. C'est quand même extraordinaire ça. Elle s'est présentée d'ailleurs, Valérie. Oui. Elle a déclaré sa Il y avait aussi Corinne Tapiero, qui était présidente de la fédération la fédération des parents d'élèves au niveau national, la PEP, voilà, qui est quand même, enfin, le président d'une fédération nationale de parents d'élèves, c'est pas tout à fait rien. Elle était quand même, je crois, secrétaire de section à l'UMP, ou en tout cas elle avait délégué de circonscription, elle avait été choisie par les militants. Et ben ils vont lui chercher bec bédé. Alors que, bon, c'est complètement anormal. Au niveau des municipales, c'était encore pire, puisque ni Cavada ni Lagarde, qui étaient les deux têtes de liste aux municipales, ne sont du 12e, et que tous les gens qui se sont présentés, il faut arriver. Donc le 3e, c'était Vincent Cazin, qui lui était là, il est mort, bon voilà. Il y avait, je crois, peut-être, dans toute la liste, il devait y avoir 2 personnes du 12e. Mais parce que l'UMP a fait une croix sur Paris. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut renverser. La tendance qu'il faut renverser. Plutôt, il avait fait, et ça va revenir avec l'élection présidentielle, c'est pour ça qu'il y a des agitations, Fillon, etc. Parce que l'analyse que tu as faite tout à l'heure était juste, en disant qu'effectivement, avec un président socialiste, les gens vont en avoir marre et ils vont voter le contraire. Et c'est cela, malheureusement, qui prépare depuis longtemps. Sauf que je suis même pas sûr que Fillon ait vraiment l'intention d'être candidat à la mairie de Paris. C'est possible, mais c'est peut-être pas certain. C'est peut-être simplement un siège à Paris. Bon. C'est possible, voire probable, mais bon. Cela dit, ça va pas être facile pour lui, parce que évidemment, les quelques rares députés UMP qui restent et qui resteront, ils ont tous la tête gonflée à l'hélium, et ils sont tous persuadés qu'ils pourront être candidats de l'UMP aux prochaines municipales, et donc ils l'attendent au tournant avec un fusil à tirer dans les poings. Tout ça nous promet à nouveau la perpétuation de la catastrophe du règne de Delanoë ou de ses successeurs à Paris, et c'est aussi pour ça qu'il faut lutter, commencer à préparer, à mobiliser autre chose. De toute manière, Serge, le constat est simple, dans la mesure où ce sont toujours les mêmes équipes, ce sont toujours les mêmes raisonnements, on aura toujours les mêmes résultats. Oui, bien sûr, mais ils ne veulent pas... Quelle que soit la conjoncture. Ils veulent être candidats à la mairie, mais ils ne veulent pas forcément gagner. Ils n'y croient pas d'abord. Et puis deuxièmement, il n'y a rien de plus tranquille aujourd'hui quand vous êtes maire du 15e arrondissement que la situation actuelle. Bon, vous avez un électeur, enfin un habitant du 15e qui vient gueuler à la mairie du 15e parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah mon bon monsieur, ah ma bonne dame, je ne peux rien, allez voir l'hôtel de ville, ce n'est pas de... Je suis d'accord avec vous, allez voir l'hôtel de ville. Bon, il n'y a pas de patron, évidemment, parce que ce n'est pas Delanoë qui va donner des ordres au maire du 15e arrondissement. Bon. Maintenant, demain, imaginez qu'il y a un maire de droite à nouveau à l'hôtel de ville. Eh bien, pour les mêmes émoluments, parce que ça ne changera strictement rien à sa situation matérielle, et en politique, pour certaines personnes, quand même, ça compte, eh bien... vous aurez le maire du 15e arrondissement qui aura un patron qui va lui faire comme ça, il dit, mais dis donc là, qu'est-ce qui se passe là-bas, bon. Et puis, les gars qui iront dans son bureau pour dire ça va pas ici, ça va pas là, il va pas pouvoir dire, allez voir au 4e arrondissement, hôtel de ville, ce qui s'y passe. Donc, ils ont tout à perdre à reprendre la mairie. C'était le problème, la problématique de Delanoë comme élu socialiste en 2001, et c'est pour ça qu'il a gagné. Il a gagné parce qu'il n'était pas maire d'arrondissement et il s'est battu. Les autres, Charza ou les maires d'arrondissement socialistes, ils n'en avaient pas envie. Ça. Bon, moi, à l'époque, je faisais sa campagne. Bon, maintenant, je pense que j'ai montré suffisamment que les choses ont évolué pour qu'on ne me le reproche pas. Mais en tout cas, c'était visiblement, il était absolument clair que le maire d'arrondissement socialiste, les 6 maires socialistes qui avaient eu entre 1995 et 2001, ne voulaient pas que le parti socialiste gagne et reprenne la mairie. Ils n'en avaient pas envie, parce que c'était pas eux qui allaient devenir maire, ils allaient avoir un patron qui allait les emmerder, surtout celui-là, ils savaient très bien comment ça allait tourner. Donc il n'y avait aucun relais, aucune aide réelle. Bon. Et c'est pour ça qu'il a gagné, parce que du coup il a pu faire une vraie campagne parisienne et se débarrasser complètement des baronnies et
avancer directement sans être ankylosé par tous ces gens qui en réalité voulaient lui mettre des bâtons dans les roues. Justement, alors est-ce que Bertrand Delanoë était un bon maire ou pas? Bon, il a créé le... Je vais te donner, je crois qu'il y a un site qui s'appelle Delanopolis. Et je vais mettre en ligne un article où ça prouve que le débat... Alors, il a créé Paris-Plage, bon, qui a eu le succès, vous connaissez. J'ai jamais vu une plage où il n'y a pas d'eau. En fait, on peut pas se baigner dans ce... Non mais enfin, Delanoë, en gros, c'est un maire qui a gaspillé 15 milliards d'euros en 11 ans, bon, dans les politiques contre-productives. Évidemment, pour l'instant, ça se voit pas, mais ça se verra de plus en plus, parce que les impôts ont déjà fortement augmenté, ils devront les augmenter encore, parce que tout est fait en fonction d'objectifs de com, et c'est pour ça, quand on fera du travail pour préparer les argumentaires, évidemment, pour ceux qui sont candidats pour les aspects purement parisiens, on vous aidera aussi à trouver les bons arguments, ça, il n'y a aucun souci à Paris pour les trouver. Dans tous les arrondissements, il y a des choses très précises à reprocher. Il est mauvais alors. Ah ben il est catastrophique. Nous avons un partisan de Delanoë. Bon, 2 minutes de respect pour ceux qui veulent pas. Oui. Attends. Les impôts à Paris ont augmenté de 50%. Voilà. Est-ce qu'il y a 50% de plus? Enfin, j'ai regardé. Avant, je ne regardais pas, maintenant je regarde. J'ai vu 40%, on a attendu 47. Voilà, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Est-ce qu'il y a 47% de services en plus? La réponse est non. Ça veut dire que dans n'importe quelle démocratie mature, normalement, quelqu'un qui a un bilan comme ça, il est sanctionné. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'anesthésie dans l'électorat parisien qui fait que pour l'instant ça passe. Non, le problème, c'est que les impôts locaux, c'est surtout la taxe foncière qui est montée, pas la taxe d'habitation, et que beaucoup de gens ne payent pas la taxe d'habitation à Paris, y compris les clients de Delanoë qui sont dans les... Dans la HLM, ils payent quand même la taxe d'habitation. Bon, on ne va pas entrer dans... Là, c'est très technique. Il y a un phénomène qui est d'ailleurs dangereux pour eux politiquement, et personne ne l'a encore en tête, sauf, je pense, Delanoë et une ou deux personnes autour de lui, qui est la proposition de Hollande et du Parti Socialiste pour les présidentielles, de mettre la taxe d'habitation en fonction des revenus et pas des valeurs locatives. Parce qu'il y a un truc très particulier à Paris, qui est que les valeurs locatives qui sont... en fait, qui taxent les appartements, vous voyez, dans le Marais, dans le 10e, etc., ont été calculés il y a des décennies, à un moment où c'était assez pourri, où il y avait encore beaucoup de taudis, etc., ce qui fait que vous avez des coins aujourd'hui qui sont super branchés, très rupins, à Montmartre, bon voilà, qui ont des taxes d'habitation très faibles parce que la valeur locative est faible. Le 16e arrondissement et le 17e arrondissement supportent près de la moitié de la fiscalité parisienne. C'est rare, les gens ne le savent pas ça. Bon, et donc évidemment, quand vous habitez dans le 16e, les hausses d'impôts de Delanoë, vous en souffrez beaucoup plus qu'ailleurs, que dans le 10e, où même si vous êtes sur le canal Saint-Martin, où le mètre carré est plus cher que dans le 16e aujourd'hui, eh ben, c'est quand même moins douloureux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un processus qui va continuer. La dégradation financière va continuer. L'affaire des Halles, ça va leur coûter de quoi pleurer. C'est un désastre qui peut coûter 1 milliard d'euros. Bon, au départ, ils empruntent, d'accord? Ils vont emprunter de plus en plus cher, et puis, bon, emprunter, il faut quand même rembourser. Et quand les remboursements de l'histoire des Halles, de tous les dossiers délirants vont commencer à se traduire en échéancier, bah alors là, la morsure va être terrible. Et en fait, il va laisser... C'est pour ça qu'il veut partir dans un ministère de Delanoë. Tout ça, il le sait très bien. Donc il veut laisser le merdier derrière lui, partir dans un ministère, et puis après lui, le déluge. Hein. Parce que, évidemment, tous ces problèmes vont émerger progressivement, et en 2014, ça va commencer vraiment à se faire sentir. Bon. La place de la République, les gens le sentiront. Les problèmes financiers, vous pouvez compter sur nous, ça sera de plus en plus net et clair. L'échec d'un certain nombre de grands chantiers sera patent. Bon, Autolib, alors regardez l'espèce de gadget débile là qu'ils ont mis en place, Autolib. Ça marche pas du tout. Pas du tout, vous n'en voyez pas, etc. On n'en voit pas. Bon, on n'en voit pas. Mais la presse, c'est motus et bouche cousue. Si jamais ça avait bien marché, ça aurait été un délire, un flot. Il y a donc une très grande habileté communicationnelle. Cela étant, la communication, c'est comme tout, ça n'a qu'un temps. Et au bout d'un moment, ça patine, ensuite ça se renverse, et quand ça se renverse, là, ça fait mal. Et donc, il faut préparer le moment où ça va faire mal. Et ça commence pour les législatives, et ça sera... vraiment notre action pour les municipales. Et c'est pour ça que nous avons dans la presse en ce moment un article sur Delanoë qui finance des permanents de la CGT. Nous avons une réunion ici sur Delanoë
qui finance des mosquées en faisant croire qu'il construit un institut de culture islamique. Moi, je suis né dans un pays arabe, j'ai jamais vu d'institut de culture islamique. Je ne sais pas pourquoi en France, tout d'un coup, on en aurait besoin. Et de toute façon, c'est un mensonge. Quelle culture? Il n'y en a pas. Mais c'est pour ça que je dis que je n'en ai jamais vu. Donc, et voilà, et Delanoë nous ment comme ça. Et moi, vous allez voir un article qui va paraître dans Riposte laïque, sur lequel je le traite de voleur. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est quoi? Un bonhomme qui, pour tirer des avantages, utilise les impôts pour s'attirer des avantages, c'est un voleur. Il n'y a pas d'autre mot. J'ajouterais que pour l'histoire des mosquées, j'ai appris une information hier que dans la tour Eiffel, ils vont faire une mosquée. Non. Là, on est rentré vraiment. On va pas, non, là c'est du délire. Bon, impossible. Bon, et non, bon. Alors, revenons à notre débat. Alors, écoutez, le temps passe. Chacun est bon pour bon. Il faudra que ceux qui n'ont pas forcément. Alors on vous a distribué, je vais continuer à les distribuer. Hein, mettez-en toutes les 2-3 personnes. Les cartes des circonscriptions. Il y a déjà, on n'a pas mis de nom encore parce que bon, les choses dans quelques endroits sont encore ouvertes en discussion. Mais si vous avez des évidemment des choses un intérêt de toute façon pour militer, même si vous n'êtes pas candidat, si vous avez un intérêt pour militer, surtout en pensant au municipal où il y aura beaucoup de candidats naturellement, il faut déjà vous positionner sur telle et telle circonscription qui correspondent à des arrondissements. D'autre part, je vous signale qu'il y a des bulletins d'adhésion au Parti des Libertés, Nicolas bouge tes oreilles, qui vous permettront aussi de nous rejoindre et qui sont disponibles et qu'on va vous faire passer si vous le voulez. Il y a également notre préambule au projet national, qui est un texte qui choquera peut-être certains d'entre vous parce qu'il est d'inspiration extrêmement réformatrice, libérale et démocratique, mais c'est notre signature politique et ça peut vous intéresser. Je vous fais circuler ça pour ceux qui ne l'auraient pas. Bon, donc est-ce que quelqu'un veut encore intervenir sur une circonscription? Est-ce que je peux juste intervenir une seconde sur vous pouvez le faire, mais on parlait de Delanoë et des argumentaires contre Delanoë. Attendez, je pense quand même qu'il y a un auteur qui a obtenu une certaine notoriété ces derniers temps, malheureusement décédé aujourd'hui, mais que Lucchini a permis, c'est Philippe Muret, alors on parle de Delanoë, là, quitte à faire de l'humour sur Delanoë, entre Monsieur Delanoë, les nuits blanches gravement à la santé, enfin ce genre de choses-là. Là, il y a toute une série d'argumentaires. Je pense que tous les candidats aux législatives à Paris dans les mois qui viennent doivent absolument avoir lu quelques ouvrages de Philippe Muret. Donc, si vous le souhaitez, je ferai quelques résumés pour quelques lectures comme voilà. Bon, donc je veux dire un mot. Oui. Juste sur Delanoë, justement. Alors, il y a deux choses. Bon, moi, je le remercie pour Vélib, parce que j'en fais. C'est la seule chose de bien qui a été faite. Je voudrais rappeler quand même qu'à l'époque où Delanoë a été élu, les électeurs de droite étaient majoritaires. Déjà. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai dit souvent, devant Goujon, devant Lamour, dans les réunions. C'est qu'entre les deux tours d'élection régionales, je voudrais vous rappeler que l'alliance Vert et PS s'est fait sur une augmentation de 10 € à Paris. 10 €. Ils ont dit, ok, on va se réunir, mais on va augmenter. Et les Parisiens ont quand même voté pour le PS. Alors, quelle est la conclusion? C'est qu'on a des hommes politiques tellement nuls qu'effectivement, il faut bouger. Enfin, ils avaient quand même menti sur les augmentations fiscales. Il avait dit que ça serait une augmentation inférieure à 2 chiffres. D'accord? Bon, sur 2 ans. Alors déjà, ça a été en fait beaucoup plus pour la taxe foncière. Et deuxièmement, c'était 980, 9,8, mais 2 années de suite. C'était pas 9,8 sur 2 ans, vous voyez. Bon, plus. Ah oui, non, mais d'accord. Et les gens ont quand même voté. Bon, alors pour Vélib, évidemment, c'est quelque chose qui marche pas si mal, même s'il y a quand même des ratés, mais il faut savoir une chose, et ça on peut le dire, et ça fait partie des argumentaires, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un
pose ses blanches fesses sur un Vélib, ça coûte 2,80 € à la ville de Paris. À chaque fois que vous voyez un gars sur un Vélib, ça coûte 2,80 €. C'est-à-dire 15 fois plus cher que quelqu'un qui prend le métro ou le bus. Ah non, il ne s'est pas retiré, mais il a obtenu des avenants que j'ai attaqués d'ailleurs en tant qu'élu au tribunal administratif et j'ai gagné, pour obtenir des avantages financiers supplémentaires. Mais la vérité politique de ça, c'est que pour la mairie de Paris, quelqu'un qui prend le métro ou le bus, ça vaut 15 fois moins que quelqu'un qui prend un Vélib. C'est tout, 15 fois moins. En fait, c'est une espèce d'élitisme. C'est une politique de classe, en réalité, si on veut utiliser un terme de gauche. C'est une politique de classe, mais déguisée en bons sentiments écologistes. C'est tout. Parce que les mecs qui sont dans les métros ou dans les RER, ils s'en foutent complètement. Ils sont en banlieue, c'est pas leur électorat. Moi, je oui, mais il faut le, comment dire, il y a un moyen de rappeler aussi un certain nombre d'évidences. On ne va pas aller se battre contre les moulins à vent. On va pas se battre contre les moulins à vent, mais il y a des choses aussi à dire. Ben, vous savez, oui, mais pendant ce temps-là, la ville de Paris n'a pas mis un copec depuis 12 ans dans le métro. Et si c'est dégueulasse, si on vous pousse sur la ligne 13 pour monter dans la rame, si on vous pousse dans la ligne 13 pour monter dans la rame, c'est aussi parce que la ville de Paris, depuis 13 ans, n'a pas mis un centime dans le réseau souterrain. On n'a jamais vu ça, jamais. C'est un déni. Bon, les gens du 19e siècle, fin 19e, début 20e, ont sauvé Paris en créant le métro. Paris n'aurait pas pu continuer à vivre sans métro, en réalité. Ça serait la congestion absolue. Et bien, cette politique des transports a tourné le dos complètement à cet effort, qui est un effort séculaire sur 100 ans. Bon, donc je continue à diffuser 2-3 pour ceux qui ne l'auraient pas. Et vous pouvez nous voir ensuite pour nous dire où vous voulez vous investir. D'accord? Sur le site Parti des Libertés. Parti des Libertés. Tu peux dire fort alors, partideslibertés.org, vous pouvez aussi nous contacter pour nous dire dans quel arrondissement, dans quelle circonscription vous voulez vous investir. Simplement, Président, pour me faire pardonner d'avoir annoncé une fausse information sur la Tour Eiffel, je voudrais vous féliciter parce que vous avez ici des femmes, donc la parité est très bien arrêtée. Ah, vous avez calculé? Bravo. Est très bien appliquée au Parti des Libertés. Et je vous félicite. Vous savez, les femmes, si on les laisse faire, elles sont exactement comme les hommes. Hein, c'est bien le problème. Bon, donc, on attend vos fléchages pour les circonscriptions. Payez vos consommations à 6 €. On n'est pas en campagne électorale, donc on est une bande d'amis qui buvons un coup ensemble. Et dès que, effectivement, on fixera une date avant le 19 février pour les premières équipes qui commenceront à travailler sur, on fera une équipe projet, une équipe par circonscription, une équipe par matière et au site internet. Voilà. Et adhérer au Parti des Libertés. Et merci. Voilà. Vous faites un don. Vous n'êtes pas obligé d'adorer si vous voulez soutenir.